Tu sais, ce moment en cuisine, quand t'allumes ton four à fond, que t'attends 2 minutes et que tu balances ton gratin. Bah c'est ce que Bordeaux a fait à Toulon. Y a pas eu de suspense, pas de frisson, juste une mise à feu. L'UBB a dégoupillé en deuxième mi-temps. Et les Varois, ils ont éclaté comme du popcorn. 39-24 score final. C'est presque flatteur pour Toulon. 1 250 000. Audience record pour la première demi-finale entre Bayonne et Toulouse. Et une 5e finale en 6 ans pour Toulouse. Ntamak serre les dents en jouant sur une patte. Des Français au mental d'acier en étant menés 24-12 à 4 minutes de la fin. Ils ont réussi à inscrire 2 essais et s'imposer sur le gong. On bat les Anglais à Twickenham, ça fait zizir. On a vécu un week-end de rugby intense et on a pas mal de trucs à se dire. Mais avant de commencer, c'est le moment où tu as le droit de t'abonner et de lâcher ton petit pouce avant de continuer. On commence avec l'équipe de France A qui a affronté l'équipe d'Angleterre A, évidemment privée de ses joueurs qui sont en sélection avec les Lions britanniques, les Henry Pollock et tout le tralala. Et côté français, on s'est un petit peu tous posé la question, qu'est-ce que cette équipe, elle peut donner et qu'est-ce qu'elle va donner? Derrière, franchement, on n'avait pas trop d'inquiétude. Quand tu as une charnière avec Le Garec Astoy, qui sont quand même des habitués, avec Ficou en 12 et Gaëton, on était content de le voir. Alors perso, Ficou, moi ça me fait plaisir de le voir basculer en 12 parce qu'on a des joueurs qui ont des pattes en France. Et au poste de numéro 13, Gaëton, il a été quand même excellent. L'équipe n'a eu qu'une semaine pour se préparer. Et malgré ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé les principes de jeu de l'équipe de France et cet état d'esprit que Galtier essaye d'insuffler à cette équipe, le fait, cette intelligence tactique pour sélectionner et trier les ballons qu'on va jouer et sur lesquels on peut allumer des mèches. Alors sur le système de jeu, à proprement parler, on sent que c'est pas encore totalement réglé. Quand on compare aux Anglais où c'était beaucoup plus clinique, avec beaucoup plus structuré, mais que nous, dans l'intelligence situationnelle, on y est. Et puis il y a eu quand même Atisogbe à l'arrière. Je l'ai trouvé extraordinaire. En fait, sur chacun de ses appuis, il est capable, sur ces duels, d'éliminer des joueurs avec une aisance, mais c'est déconcertant. Clairement, il a mis son nom sur la carte. L'autre point qui est intéressant pour moi, c'est le passage de Guillard, de Michael Guillard, du poste de numéro 5 au poste de numéro 8. Après un gros tournoi destination, on le connaissait en tant que puncher deuxième ligne, et ça, on n'avait pas de souci là-dessus. Perso, je me suis un petit peu interrogé quand je l'ai vu passer en troisième ligne, en me demandant, est-ce qu'il va avoir le coffre au niveau international pour avoir autant d'énergie sur la longueur? J'avais tort de m'interroger, il a répondu présent. Et au-delà de la performance individuelle, ça ouvre des vraies options pour Fabien Galtier, même à l'avenir, puisqu'il était déjà présent pendant le tournoi de destination, donc c'est un joueur sur lequel on va être amené à beaucoup compter, je pense, dans les prochaines années. C'est que cette polyvalence qui fait qu'il peut jouer 4, 5, 6, 7 et 8, ça veut dire que sur tes options, sur ton coaching, ça devient vraiment un joueur couteau suisse. Et toi, quand tu crées ton banc et que tu as besoin de trouver des solutions en cas de blessure, en cas de mauvais match, etc., avoir un joueur qui est couteau suisse, c'est toujours utile. Et ça veut dire que potentiellement, on va progressivement peut-être lâcher un petit peu plus le 7-1, le banc avec 7 avant, 1 3 quarts auquel Galtier nous a habitués, pour basculer un banc en 6-2 avec plus de polyvalence devant. Par contre, celui qui s'est manqué, c'est celui qui est rentré en poste de numéro, c'est celui qui est rentré Woki. Malheureusement, il revenait en équipe de France, paf, il prend un carton rouge. Enfin, ce qu'on va retenir vraiment de ce match, je pense, c'est la force mentale qu'ont eu ces Bleus, parce que quand tu es mené de 12 points à 4 minutes de la fin du match, il faut en vouloir pour inscrire 2 essais en 4 minutes. Mais après, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Alors, est-ce que ça va suffire en Nouvelle-Zélande? J'en sais rien, parce qu'à vrai dire, on peut se dire qu'on va tenir contre les Blacks, etc. Mais aussi, c'est possible qu'on prenne 3 branlées monumentales. Alors, perso, je le pense pas. Mais après ce week-end, pour moi, il y a quand même un petit peu d'espoir à avoir. Et pendant cette tournée en Nouvelle-Zélande, on va voir si ce groupe a les épaules et surtout, je pense qu'on va voir l'émergence de leaders. Et évidemment, on attendait tous avec impatience la liste que Galtier allait sortir. Après, on sait que là-bas, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas vraiment de cadeau. C'est-à-dire que si tu as un passage à vide de 20 minutes, les Blacks, ils peuvent te coller 4 essais et ça reste les Blacks. Ils sont revanchards. Sur les 3 dernières confrontations, on les a battus. Évidemment, je vais couvrir les matchs, on va les vivre ensemble et on va en parler. Les amis, vous savez à quel point je suis chaud pour les tournées internationales. Et là, franchement, à partir de juin, ça va envoyer du steak. On a toutes les équipes d'Europe qui vont faire leur tournée dans l'hémisphère sud. Et nous, évidemment, on va jouer 3 fois les Blacks. Évidemment, tous ces matchs sont sur Canal ou sur beIN. Et surtout, il y a la fameuse tournée des Lions britanniques. Perso, jusqu'à présent, moi, les Lions britanniques, je sais pas si t'es comme moi, je les suivais d'un petit peu loin, tu vois, tu suis, mais t'es pas à fond dedans. Les anglo-saxons, ils sont à fond dedans. C'est vraiment le truc. Les Lions britanniques, ils se réunissent tous les 4 ans pour faire une tournée. Et c'est l'événement à ne pas manquer pour chacun des internationaux. Avec l'ampleur qu'a pris le rugby, là, je me suis dit, je vais me la faire cette tournée. Bon, et puis derrière, tu as évidemment le Rugby Championship avec, tu les connais, les Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande qui sont juste des régals. Et là, c'est le moment où NordVPN rentre en jeu. Non seulement avec NordVPN, vous protégez vos données en pouvant naviguer en toute sécurité grâce au chiffrage ultra performant de l'adresse IP, mais surtout, vous pouvez changer d'emplacement virtuel pour vous connecter dans un autre pays. Et donc, potentiellement, si on va dire que tu es néo-zélandais, tu es en France, et que tu as envie de voir les matchs Nouvelle-Zélande-France,
Bah, en France, tu peux pas parce que t'as pas Canal, et donc du coup, tu peux te connecter à un serveur de ton pays, tu te connectes en Nouvelle-Zélande pour pouvoir voir un match de la Nouvelle-Zélande. Grâce à NordVPN, fini les frustrations. En 2 clics, tu te connectes à un serveur à l'étranger pour pouvoir mater le match comme si tu y étais. Que ça soit le Rugby Championship, la tournée de l'équipe de France ou les Lions britanniques, jackpot. Bon, et en parlant de frustration, je suis sûr que certains d'entre vous ont remarqué que les sites pour adultes étaient maintenant interdits en France. T'as juste besoin de changer la localisation, et là, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont me remercier en off dans leurs pensées, ils vont pas le mettre dans les commentaires. En plus, NordVPN top jusqu'à 10 connexions simultanées, idéal pour tous tes appareils, ça intègre une protection anti-menace pour naviguer sereinement en fait en te bloquant tout ce qui va être publicité, virus et sites malveillants. Avec mon lien en description, profitez de l'offre exceptionnelle, vous avez 4 mois supplémentaires offerts pour tout abonnement de 2 ans. C'est moins de 3 € par mois. Et tout ça avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, donc c'est-à-dire que tu as envie de tester le coup pour pouvoir voir les matchs des Lions britanniques, la tournée de l'équipe de France, tu testes, si ça te convient pas, et bah t'arrêtes. Honnêtement, c'est le meilleur moyen de pas trop dépenser pour rien rater de cette période folle qui s'annonce. Toulon UBB a viré au carnage. C'était une première mi-temps qui a été plutôt tendue et maîtrisée côté bordelais. Et le début de match, il est un petit peu trompeur parce que Toulon rentre bien dans la partie. Jaminet réussit à faire une percée mais il va pas au bout. Jalibert 3. Jaminet 3. Tu te dis à 3-3, ok, ça va être une guerre, ça va être un match qui va être serré. L'UBB réussit à prendre le score, il mène 15-3, notamment avec un Lamotte qui a été extraordinaire, on va en parler, qui met un triplé. Et puis à ce moment-là, tu te dis pour Toulon, ça peut être compliqué. Et juste avant la mi-temps, ils réussissent à scorer. Donc à la mi-temps, il y a 15-10. Mais ça, c'était avant l'exécution publique de la seconde mi-temps. 3 essais en 10 minutes. 45e minute, Moefana perce la défense, Lamotte entre les poteaux. 48e minute, carton jaune pour Alagahu. Mauvais timing, mauvais endroit, mauvais geste. Et là, 53e minute, Jalibert, il t'envoie une passe au pied, mais magique. Et Penaud sort le grand jeu, il s'envole, il récupère le ballon, il plante. Et 55e, Lamotte vient caler son triplé. Et à ce moment-là, il y a 36-10. Tu le sais quasiment, c'est game over. L'UBB, ils ont été présents dans tous les secteurs. On dit souvent qu'un match de rugby, ça se gagne devant. Mais là, pour le coup, ça a été le cas. C'est-à-dire que Petit et Cazot, ils ont dominé les airs. Sur le jeu au sol, ils ont réussi à gratter, ralentir tous les ballons toulonnais. Et c'est Pierre Mignoni qui l'a reconnu. On n'a pas été patient, on a perdu trop de ballons, on a manqué de constance. Parce que Toulon a eu des munitions, mais par contre, dans les zones de vérité, ils ont été incapables de les transformer, ces munitions. Un chiffre, c'est qu'ils ont volé 0 ballon en touche. Et donc, quand tu es dominé dans l'alignement en conquête, que tu es dominé sur les phases de combat au sol et que tu es dominé sur les collisions, bah, le match de rugby devient plus compliqué. Et Maxime Lamotte, pour revenir sur lui, on n'en parle peut-être pas assez, c'est-à-dire que c'est un talonneur quand même qui a calé 5 essais en demi-finale de top 14. Et c'est pas forcément des pick and go comme on a l'habitude de voir les talonneurs qui viennent casser la baraque, non. C'est en fait là où je le trouve excellent, en fait, c'est dans ses timings de course et ses axes de course. Il a des appuis, c'est juste phénoménal, il est capable d'effacer des défenseurs. L'UBB va donc retrouver Toulouse en finale. Et même si les Bordelais, ils ont évidemment envie de faire le doublé, c'est Jefferson Poirot qui dit ça à la fin du match. Et il a raison, c'est que Toulouse, quand ils sont en finale, c'est pas la même équipe. Mais pour une fois, je pense que l'UBB a des certitudes. C'est-à-dire qu'ils ont battu 3 fois le Stade Toulousain cette année, ça c'est un fait. Mais surtout, ils ont cette confiance accumulée de la Champions Cup et ils n'ont pas envie de revivre la finale de l'année dernière. Il y a des matchs qu'on oublie et ceux qu'on n'enterre pas. Pas parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils sentent la poudre. Toulouse-Bayonne, c'était pas du champagne. 2 essais côté toulousain, un seul pour Bayonne. Et entre les deux, des fautes de main, beaucoup de jeux au pied. Et les fautes de main, en fait, ça peut s'expliquer en partie dû au fait qu'il faisait très chaud, donc le ballon glissant parce que beaucoup de transpiration. Un Ramos en sniper de guerre qui t'a passé un paquet de pénalités. De l'autre côté, Joris Second, il a eu du répondant, mais ça n'a pas suffi. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est un dernier match pour Camille Lopez, qui est un géant du top 14. Et un Stade Toulousain qui va jouer cette finale, alors qu'ils ont passé un petit peu une saison en enfer. Les admirateurs vont encore me reprendre sur le sujet, mais on a vécu une saison en enfer. Alors oui, on a des meilleures attaques, oui, on a des meilleures défenses, oui, on a fait un rugby abouti, mais on a vécu une saison en enfer. Et pour une fois, le mot, il n'est pas trop fort, hein, parce que quand tu regardes les blessures, tu as eu Dupont, Movaca, Capuzzo, Ramos, Kinghorn, un club qui a été plombé par l'affaire Jaminet et un redressement de 1,3 million d'euros, un club endeuillé avec Joe Tekori qui perd sa femme, Mehdi Linargissi, le jeune du centre de formation qui est mort l'été dernier, en Afrique du Sud. Et malgré ça, les mecs, ils sont en finale, toujours. Et on parle souvent de l'attaque de Toulouse, parce que oui, ils ont un ratio de points marqués qui est vraiment impressionnant, Toulouse. Et c'est une attaque, quand ils jouent, c'est juste fabuleux. Mais on parle pas assez de la défense. Et sur ce match-là, la défense, elle a été réellement extrêmement solide. À la 60e minute, il faut quand même se dire que Bayonne a mis une séquence de 2 minutes 30 dans les 22 mètres. Mais t'as Cross, Willis, Graou, ils ont tout verrouillé. Ramos te cale un 8 sur 8, 100%. À ce niveau-là, c'est plus un joueur, hein, c'est un outil de précision. C'est-à-dire que quand t'as un joueur comme ça, pour gagner des matchs tendus, ben, t'es juste content. Côté attaque, Toulouse, ils ont eu cette attaque notamment à la 12e minute à partir d'une touche où ils prennent le centre du terrain. Et sur l'inversion, tu as une remise intérieure pour casser la circulation défensive. En fait, tu joues sur les leaders côté opposé. Et le truc, c'est que Bayonne sait très bien défendre là-dessus. Là, c'est juste une erreur parce qu'ils veulent circuler trop vite, etc. Après, c'est extrêmement bien réalisé.
Tamalia qui franchit et qui te fait une remise à l'intérieur à Ntamak. À part ça et l'autre essai, ça a été une demi-finale moi que j'ai trouvé vraiment hachée, c'est-à-dire qu'on est à 25 fautes au total, c'est énorme. Après c'est ça aussi une demi, c'est-à-dire que c'est des matchs, c'est pas forcément du grand rugby, ce que tu veux c'est juste accéder à la finale et aller gagner un titre. Côté bayonnais, c'est ce que je disais, c'est que Joris Second il a réalisé une grosse perf, il cale 18 points au pied. Mais côté attaque, ça a été un petit peu plus stérile. À une exception à la 83e minute, quand le match est déjà terminé, ils arrivent à trouver l'ouverture. Et la question que je me pose, je sais pas si vous l'avez, c'est à la 66e minute, ils décident de prendre la pénale touche. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ne doivent pas prendre les 3 points? Parce qu'à ce moment-là, ils ratent le lancer en touche et pour moi, c'est potentiellement une bascule. Il reste 14 minutes, on l'a vu avec les Français à Twickenham. Tout peut basculer au bout d'un moment, ça se joue dans l'émotion, dans beaucoup de choses. Voilà, c'était un petit débrief des 2 demi-finales et de ce week-end rugby. Bien sûr, il va y avoir la preview de la finale de Champions Cup et puis ensuite le débrief. Topette l'ami!